Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, alors, nous allons changer d'exercice, vous le savez. La matinée entre 8h30 et 10h est très claire. 8h30, 9h, l'interview de mon invité politique. 9h, 9h30, les auditeurs. Et 9h30, 10h, une... confrontation, j'aime pas trop le mot confrontation, mais un face-à-face, je dis toujours viril mais correct, pour reprendre des expressions rugbystiques qu'on va beaucoup employer dans les jours qui viennent. Un face-à-face, c'est-à-dire chacun vient défendre ses idées, ses convictions. Ce matin, nous avons Nadia Hay avec nous, qui est députée Renaissance des Yvelines. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Et Philippe Brun, qui est député PS de l'Eure. Bonjour. Bonjour. Et membre de la NUPES. Vous êtes bien membre, parce qu'au PS, on ne sait plus si on est membre ou pas membre. Oui. Enfin, on est membre sans être membre, tout en étant membre. Oui. Ouais. Bon, d'accord. Bon. Alors, on va commencer avec ce qui s'est passé hier dans la nuit. 12 heures de discussion, on ne sait pas tout. Hein. Au moins 12 heures de discussion, tout le monde devait partir, quitter la salle, finalement non. 12 heures de discussion, tout le monde s'est promis de se revoir, ce qui est déjà pas mal, me semble-t-il, non ? C'est déjà un premier point. Qu'en pensez-vous, Nadia ? Moi, je pense que c'est un exercice démocratique assez inédit qui a été réussi. D'abord par la proposition. Il sera réussi s'il y a des résultats. Mais je on pense peut pas que dire déjà, réussi alors qu'on ne connaît pas les résultats. Ce qu'a dit ce matin Fabien Roussel, et c'est intéressant d'écouter ce que disent les participants, c'est que le dialogue est revenu et c'est positif. Déjà, ça, c'est le fait que vous ayez 11 responsables de partis politiques qui échangent, discutent pendant 12 heures avec le président de la République et la Première ministre, c'est quelque chose d'inédit et c'est un exercice démocratique réussi. Maintenant, effectivement, il y a eu des sujets qui ont été mis sur la table. Le président s'est engagé à y revenir, que cet exercice aussi d'échange et de discussion sera reconduit et donc d'avancer pour l'intérêt de notre pays. Oui, bon, il y a un endroit finalement... Philippe Brun, député socialiste de l'Eure. Il y a un endroit en France où on passe plus de 12 heures ensemble pour discuter les uns les autres, ça s'appelle l'Assemblée nationale. C'est pas une raison. Et en tout bien, tout honneur, j'ai passé plus de 12 heures de débat avec Nadia Hay sur l'année passée. C'est pas une raison. Là, c'était avec le président de la République qui ne peut pas entrer à l'Assemblée. Oui, vous bien, le savez. Mais attendez, c'est pas comme si il y avait pas aujourd'hui des instances qui représentaient l'ensemble des partis politiques. Tous les grands partis politiques sont représentés à l'Assemblée nationale. Et il s'est passé des choses durant cette année. Qu'a fait le président de la République? Il a écrasé le Parlement, écrasé toutes les oppositions avec l'usage du fameux article 49.3 à répétition. Ce dialogue, il est important. Il faut jamais refuser le dialogue. Il faut jamais refuser la discussion. Ce qu'on constate tout de même, c'est la maigreur des annonces. Alors, on nous parle d'une éventuelle conférence salariale. Conférence sociale. Sociale, qui serait finalement limitée, d'après ce que dit Politico, je lis les sources qui nous sont données, serait limitée au salaire en dessous du SMIC. Donc, pour les gens qui ont des carrières... voilà ce que m'a dit, c'est exactement ce que m'a dit Christophe Béchu tout à l'heure. Discussion autour des carrières et discussion autour des salaires versés dans les branches qui sont en dessous du SMIC. Et ça existe encore. Hein. Bien sûr. Oui, mais c'est déjà une bonne chose. Si on revalorise, ces salaires-là. Nous, on fait des propositions depuis des années. Oui. Et à l'Assemblée nationale, l'ensemble des propositions de loi qu'on a portées, elles sont refusées. Le gouvernement s'y oppose de toutes ses forces. Alors aujourd'hui, que le président de la République revienne en arrière, c'est évidemment une bonne nouvelle. On attend les résultats. Bien. Oui. Non, moi, ce que je note, c'est que effectivement, il y a les débats au Parlement. Nous sommes les représentants, la représentation nationale, donc les représentants du peuple. Mais on a très souvent reproché au président d'être retranché, de ne pas écouter, de ne pas être dans l'échange. Et finalement, quand il prend cette décision, cette initiative de réunir l'ensemble de la classe politique française pour discuter de sujets ô combien importants sur la question la question internationale, la question de la cohésion sociale, eh bien, on lui fait ce procès d'écraser le Parlement et les institutions. Moi, je pense qu'il faut saluer cette démarche, être extrêmement attentif et vigilant sur ce que sera la suite des discussions. Mais je pense que le président de la République a bien en tête que le débat commence, que l'échange entre les partis politiques et lui-même sont engagés. Alors, avec une suite. Il y aura une suite. Vous êtes content qu'il y ait une suite ? Oui, il faut continuer. C'est indispensable ?
Bien sûr, c'est indispensable. On peut peut-être regretter que ce dialogue n'ait pas eu lieu plus tôt. On vit depuis maintenant plus d'1 an avec un Parlement sans majorité. Il y a eu quelques succès, il y a eu des sujets sur lesquels on a réussi à se mettre d'accord, et puis des échecs qui aboutissent à l'utilisation de l'article 49 alinéa 3. Il faut trouver aujourd'hui une nouvelle méthode. Alors Philippe Brun, ce matin, Christophe Béchu nous disait aussi qu'avait été abordé le référendum. L'idée étant d'organiser un référendum avec plusieurs questions sur plusieurs sujets. Et parmi les sujets, il n'écarte pas l'immigration. Il dit que oui, ça a été envisagé. Vous y êtes favorable ou pas? Est-ce qu'un référendum avec plusieurs questions posées aux Français, c'est possible ou pas? Moi, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Moi, ça fait des années que je milite, notamment au sein du Parti socialiste, pour que nous nous réapproprions la question référendaire et pour que le référendum ne soit pas un plébiscite, qu'il y ait plusieurs quesons. Associer, je trouve, les Français au vote de la loi, ça me semble intéressant. Je ne sais pas, des questions institutionnelles, la dépénalisation du cannabis, une question sur l'immigration. Mais inspirons-nous de ce qui se fait en Suisse. Et vous savez, moi, j'ai été assez proche du mouvement des Gilets jaunes dans l'Eure. Et que réclamaient les Gilets jaunes? Vous vous souvenez, c'était le fameux référendum d'initiative citoyenne. Le référendum a des défauts, on le connaît, c'est sa nature plébiscitaire, parfois on ne répond pas à la question qui est posée. Mais je crois que justement, avec plusieurs questions et sur un grand nombre de sujets, on peut Alors j'ai l'impression qu'un consensus est un peu dégagé autour de cela lors de cette réunion. Nadia. Oui, exactement. Et puis la majorité aussi présidentielle porte aussi le sujet du référendum comme un sujet vraiment prioritaire pour notre majorité. Maintenant, effectivement, il s'agira de déterminer quels seront les sujets qui seront abordés, quelles sont les questions aussi prioritaires pour les Français et auxquelles nous allons solliciter leur avis et partager avec eux finalement notre réflexion sur ce qui nous paraît prioritaire. Donc oui, effectivement, il y a un consensus extrêmement large sur le sujet. Restera à déterminer les sujets qui seront abordés. Et ce qu'on note, c'est qu'effectivement, il y a aussi un grand écart sur les propositions qui sont proposées entre la droite et la gauche, qui ne permettent pas en quelques heures de donner une suite très détaillée. Il y a des sujets sur lesquels la gauche et la droite ne se mettront jamais d'accord. Heureusement. Et heureusement d'ailleurs, heureusement, parce qu'on ne peut pas être d'accord sur tout, sinon il n'y aurait plus de démocratie. Mais une lettre synthétisant les échanges va être envoyée aux partis politiques, si j'ai bien compris, par l'Élysée. Nous en saurons un peu plus que lorsque nous recevrons cette lettre. Nous saurons exactement quelles sont les pistes de réflexion de l'Élysée et quelles sont les pistes de réflexion avancées par les chefs de parti. Et nous verrons ce qui est retenu ou ce qui n'est pas retenu. Mais il y a des sujets qui peuvent faire consensus ? Oui, si on se prend la peine de dialoguer. Par exemple, là, on nous annonce la taxation des autoroutes. Ça tombe bien. Moi, l'année dernière, c'est ce que disait Christophe Béchu. J'ai déposé 2 ou 3 amendements pour taxer les autoroutes. Et Madame Hay et ses collègues ont voté contre. Et le ministre m'expliquait à quel point c'est à la fois démagogique, irresponsable et infaisable en raison de l'équilibre économique des concessions. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que c'est possible. Donc je crois que finalement, cette démarche, elle nous invite à sortir du dogmatisme et taxer les sociétés d'autoroutes. Oui. Ça y est, ça va être dans le budget. Je vais vous dire tout de suite, Christophe Béchu a confirmé, ça va être dans le budget. Oui, ce n'est pas du dogmatisme. Vous savez, on part d'un postulat aussi au sein de notre majorité qui est très clair. Nous n'arrivons pas tout de suite à la taxation. Il y a d'abord un phénomène d'incitation extrêmement fort que nous mettons en place aussi dans nos échanges et dans nos discussions avec l'ensemble des entreprises. Et donc, quand celles-ci ne font pas justement cet effort, là arrive finalement la décision d'aller beaucoup plus loin. Et puis les Français ont beaucoup roulé. Et les Français ont beaucoup roulé, mais il y a aussi... Il y a des surprofits. La discussion aujourd'hui autour du pouvoir d'achat est extrêmement intéressante sur la question des industriels, sur la baisse des prix. Nous l'avons toujours dit, nous serons extrêmement attentifs à la réaction que vont avoir les industriels par rapport à cette inflation. Je vais y revenir. Donc pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, le ministre de l'économie engage des discussions et la ministre Olivia Grégoire engage des discussions avec les différents acteurs concernés. Eh bien, si à un moment donné les décisions n'arrivent pas
pas, de leur côté, bien la majorité prendra aussi les siennes. Donc ce n'est pas du dogmatisme de notre part que de repousser parfois certaines propositions qui sont proposées par l'opposition. Et je note qu'un certain nombre d'ailleurs ont été retenus également dans la loi de finances de 2023. Eh bien, il en sera de même pour le projet de loi de 2024. 2024. De finances. Le financement, le budget 2024. On va en reparler juste après la pub parce qu'il est 9h42, mais j'ai encore 2-3 questions à vous poser autour de ça. Et puis le coût de la vie, parce que effectivement c'est d'actualité aussi. Hier, rencontre avec les distributeurs, rencontre de Bruno Le Maire aujourd'hui avec l'agroalimentaire, les industriels. Il faut trouver des solutions pour faire baisser les prix. 4,8% d'inflation en plus, 4,8% au mois d'août, 9h43. Autre chiffre qui vient de tomber, ça va vous intéresser, la consommation des ménages a augmenté, écoutez bien, malgré les problèmes de pouvoir d'achat, en juillet de 0,3%, mais a augmenté sur les achats de biens fabriqués, fortement. En revanche, cette consommation a baissé sur l'alimentaire. C'est-à-dire que les Français sacrifient l'alimentaire. On le voit, vous parlez avec vos directeurs du supermarché chez vous, moi je le vois, il y a un phénomène de déconsommation. Les gens achètent beaucoup moins de produits et achètent beaucoup moins cher, marques distributeurs ou les marques premier prix. Et on le voit dans les recettes de TVA. Vous pouvez aller voir sur le site du ministère du Budget, chaque mois vous avez le relevé de ce que l'État touche comme impôt. Oui. Et on voit que là on a une vraie baisse des recettes de TVA, alors que les prix augmentent. Donc, normalement, la TVA c'est 20% des prix, donc normalement les recettes de TVA devraient augmenter. En fait, les recettes de TVA baisse par rapport à l'année dernière, et c'est la preuve que les Français en vérité consomment plutôt moins. En juillet, ils ont consommé un peu plus globalement, mais ils ont consommé ils ont consommé des biens fabriqués. Ils changent. Puis les Français changent leur mode de consommation. Alors, je voudrais sur l'alimentaire. Hier, le ministre Bruno Le Maire a rencontré les distributeurs. Aujourd'hui, il rencontre les industriels de l'agroalimentaire. Il les pousse, mais est-ce suffisant ? Que faire, Nadia? Ça ne paraît pas suffisant. Les prix continuent à augmenter. Les Français ont de plus en plus de difficultés à faire leurs courses. Que faire? On a effectivement l'action de Bruno Le Maire et puis il y a celle des parlementaires. Nous avons mis en garde aussi un certain nombre d'acteurs industriels que s'il n'y avait pas de gestes faits à l'égard des ménages et donc du pouvoir d'achat et la baisse des prix dans certains produits de consommation, eh bien nous prendrons aussi nos responsabilités. C'est-à-dire par rapport, fiscalement, lors des débats précédents budgétaires, il avait été question de la rente des énergéticiens, où tout le monde nous avait incité à aller taxer les énergéticiens. Nous avons dit que nous n'étions pas opposés à le faire, mais qu'il fallait le faire d'un point de vue européen. Et bien là aussi, moi je suis de celles qui pensent que au sein de la majorité, nous devons avoir aussi ce débat sur la réaction de l'agroalimentaire et des industriels, ceux qui réalisent des marges énormes. Et d'ailleurs, le président de la République, lors des échanges, a été aussi très attentif à ce qui a été dit. Et donc, il est pour à ce que nous allions regarder la marge réalisée des prix réalisés par les industriels. Et donc là, un débat évidemment s'ouvre et nous serons extrêmement attentifs sur le résultat. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut s'attaquer aux causes de l'inflation. Les causes de l'inflation, on les connaît, elles sont essentiellement énergétiques. Et en France, c'est particulièrement idiot, puisque nous avons un prix d'électricité qui explose par rapport au prix auquel nous le produisons. Aujourd'hui, EDF produit l'électricité nucléaire à environ 60 € du mégawatt, le vend à 42 € du mégawatt à ses concurrents, et nous, on la paye tous 300 €, et encore, c'est subventionné à 40% par le gouvernement, ça nous a coûté 100 milliards en 2 ans. Tout ça en raison du marché européen de l'électricité, où nous nous suicidons finalement au gaz allemand, puisque on subventionne finalement le prix de l'électricité en Allemagne. On ne peut pas dire non. Jean-Jacques Bourdin, il faut suspendre temporairement notre participation au marché européen de l'énergie. Car là, nous sommes en train de nous suicider. Suspendons. Qu'est-ce que vous en pensez? L'augmentation des prix vient de là. En vérité. Quand on est aux manettes,
planète, on ne peut pas prendre comme ça des décisions de manière totalement unilatérale sur ce que propose aujourd'hui Philippe Brun et ses collègues. Aujourd'hui, il y a une discussion qui est entamée à l'échelon européen, et donc la France aussi est très active là-dessus. On ne peut pas aujourd'hui prendre une décision aussi radicale que celle que vous venez d'exprimer à l'instant. Il y a des échanges, nous avons des partenaires européens, mais sachez que aujourd'hui, par la voix de Bruno Le Maire, la France est très active sur ce sujet de l'énergie en France. Très active, j'espère que ça va être efficace, l'activité de Bruno Le Maire, parce que pour l'instant, je ne la vois pas trop. Maintenant, et c'est pourquoi je vous le dis, Jean-Jacques Bourdin, ce matin, nous serons extrêmement attentifs sur les échanges qui ont lieu en ce moment même entre les industriels et Bruno Le Maire. Soit il y a une action qui est faite, un geste qui est fait en faveur du pouvoir d'achat, soit là aussi nous pousserons, comme nous l'avons fait, sur la question de la contribution sur la rente des énergéticiens en 2023. Oui. Donc il faut travailler sur l'ensemble des sujets. Donc moi je crois qu'il faut suspendre temporairement tant que la Commission européenne ne présente pas une réforme ambitieuse du marché. Et on voit bien que la réforme qui a été présentée, elle reste basée sur ce qu'on appelle le coût marginal. En vérité, indexe le prix fixé sur le gaz allemand, et c'est pas possible de continuer comme ça. Ensuite, il faut regarder les profiteurs de crise. On le sait bien quand on discute avec un certain nombre de commerçants, il y a un certain nombre d'industriels de l'agroalimentaire, Nadia en convenait, qui ont considérablement augmenté leur marge. Et regardez les dividendes d'un certain nombre de groupes, par exemple le groupe Le Sieur, c'est très bien porté durant les 2 dernières années. Et donc tout cela, il faut évidemment le regarder, et je crois à un moment ou à un autre de la contrainte. Car Monsieur Le Maire, ministre de l'économie, on l'appelle, nous, il y a un compte Twitter qui s'appelle Bruno Demande. Parce qu'effectivement, il fait beaucoup de demandes. J'ai entendu, ça y est. Il demande des hausses de salaire. C'est un élément de langage, ça, voilà, Bruno Demande. Il demande beaucoup de choses. Peut-être que là, il faudrait peut-être exiger. Car gouverner, c'est exiger, c'est réglementer. On n'est pas là pour demander. On n'est pas un influenceur quand on est ministre. On est là pour décider, gouverner. Et là, malheureusement, ce que je constate, c'est que les résultats ne sont pas là. Le gouvernement nous avait dit que ça allait être compliqué jusqu'à l'été et qu'après les prix allaient baisser. Qu'est-ce qu'on constate? On a la rentrée la plus chère depuis 20 ans. Augmentation de 20% du coût de la rentrée pour les familles. Augmentation des prix d'électricité, du tarif réglementé de 10% au mois d'août. On a l'explosion des prix alimentaires, vous en parliez, 18% en un an. Clairement, aujourd'hui, il faut passer à la vitesse supérieure. Et je crois que les incitations ou les convocations par le ministre à Bercy ne suffiront pas. D'où la nécessité d'avoir ce débat sur les marges et de voir exactement qui est le profiteur de crise. Parce que taxer à l'aveugle, ça n'a jamais été bon pour notre pays. C'est peut-être un résultat à très court terme, mais sur le long terme, ça n'a jamais été bon. D'ailleurs, c'est l'histoire qui nous le démontre. Maintenant, est-ce que nous devons regarder dans le détail ce que nous incite et nous invite à faire le président de la République? Et je crois qu'il va y avoir un séminaire gouvernemental la semaine prochaine. Oui, le 6. Et donc, il va y avoir aussi une restitution des échanges qui a eu lieu hier soir. Et donc, regarder les marges pour aller taper effectivement les profiteurs de crise et pas taxer à l'aveugle comme nous invite un certain nombre de nos collègues de l'opposition. Alors le ministre Christophe Béchu tout à l'heure nous a dit que la réflexion était bien engagée sur la fin progressive des avantages fiscaux pour le gazole non routier, le fameux GNR. Qu'en pensez-vous, Nadia? Est-ce qu'il faut mettre fin à cet avantage fiscal? Sur le terrain purement écologique, tout le monde va dire oui. Oui, mais attention, il y a des entreprises qui vont être menacées. Dans l'agriculture, chez les forestiers, les fluviaux, les pêcheurs, dans les travaux publics. Il faudra effectivement regarder que cette décision n'impacte pas lourdement. Voilà, qu'elle soit accompagnée, qu'elle n'impacte pas lourdement ces secteurs d'activité que nous avons accompagnés durant ces dernières années, notamment pendant les crises. Donc oui, effectivement, tout ce qui est en faveur de l'écologie, et notamment sur les pollueurs, eh bien, il faut augmenter la taxation pour des avantages fiscaux pour le gazole non routier. Eh bien, c'est une bonne chose pour notre écologie. Maintenant, il faut effectivement accompagner toutes les entreprises qui utilisent cette énergie-là pour éviter qu'elles se retrouvent en difficulté. Cette taxe annoncée n'a aucun sens, car en vérité... C'est pas qu'elle est annoncée, c'est d'ailleurs fin progressive des avantages fiscaux. Le problème c'est pas une taxe, c'est que ça a du sens. Il y a déjà un avantage fiscal, niche fiscale. Ça a du sens de taxer les activités polluantes quand il y a une substitution possible. Là, on parle de quoi? On parle du gasoil que mettent nos agriculteurs dans leurs tracteurs et mettent nos entrepreneurs du BTP, nos maçons, nos couvreurs dans leurs machines. Détaxé. Aujourd'hui, il n'y a
aucun moteur de substitution. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de réduire les marges de nos agriculteurs, les marges de nos éleveurs. On est en train de mettre en difficulté. Donc, vous êtes contre la suppression de cette... Oui, je le dis, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée de... c'est pas ce que disent les écologistes. Mais écoutez, ça ne change... Mais parfois j'ai des désaccords avec les écologistes. Membres du Parti Socialiste. Le vrai sujet, si vous voulez... Je veux bien qu'on enlève en vérité, c'est une subvention au secteur agricole et au BTP. Là, de facto, ça va être des marges en moins pour le secteur agricole. Et désolé, mais le tracteur, si vous voulez, il n'y a pas de moteur de tracteur électrique. Enfin, il faut qu'on me présente le moteur de tracteur électrique. Moi, je suis d'une circonscription rurale. J'ai des agriculteurs qui sont en difficulté. Moi, j'ai pas envie qu'on vienne leur amener des difficultés avec tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Voilà, donc c'est la dernière chose à faire. En plus, le rendement de cette taxe, si vous voulez, il est infime. Je crois que le symbole n'est pas bon et c'est pas une bonne manière de faire de l'écologie. Bien, terminé. Alors l'écologie à géométrie variable, ce que je note chez Monsieur Brun, c'est que la gauche porte cette question écologique chevillée au corps, et finalement, quand il s'agit de prendre des décisions courageuses, nous sommes aux abonnés absents. Non, je pense qu'effectivement, il faut aller taxer les pollueurs, ce qui pollue, mais encore une fois, j'insiste là-dessus ce matin pour ne pas laisser croire que notre majorité présidentielle n'est pas concernée, ne se sent pas concernée par les activités des agriculteurs. Donc c'est d'accompagner cette mesure pour éviter que ces activités soient mises à mal avec cette mesure. Bien, merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous voir ce matin. Il est 9h57. Merci de nous avoir accompagnés. Après les infos, vous allez retrouver Valérie Expert et Gilles Gansman qui reçoivent Xavier Gandon, qui est directeur des antennes télé et digitales du groupe TF1. Merci, 9h57.